d'Ajaccio, qui a d'une part tenu à apporter son soutien aux agents de la propreté urbaine de la ville d'Ajaccio. C'est absolument intolérable, dit Stéphane Spragia sur le réseau social X. J'apporte mon soutien plein et entier à ces agents menacés de mort par deux individus tentant d'imposer une logique de territoire qui n'aura jamais sa place à Ajaccio. William Tay, réaction très forte des autorités en Corse, à Ajaccio plus précisément. Une logique de territoire qui n'aura jamais sa place à Ajaccio, dit le maire. Oui, c'est un bon constat. Malheureusement, c'est en train de toucher la Corse, comme ça a touché un ensemble de territoires pas loin des métropoles et même des villes moyennes et des petites villes et des villes rurales, malheureusement. C'est-à-dire qu'en France, l'État français, la loi de la République française, est concurrencée par ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, la loi des gangs, la loi des caïds et la loi des grands frères. C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit de non-France ou de désordre, c'est-à-dire que c'est un autre ordre qui s'applique. Ce n'est pas la loi française, ce n'est pas la loi de la République française qui s'applique, c'est la loi des gangs. C'est eux qui décident qui a le droit d'entrer, qui a le droit de vie ou de mort, qui a le droit de dealer, qui a le droit de faire son marché économique sur cet endroit-là. Le point essentiel, c'est est-ce que l'État, qui a été historiquement construit en opposition par rapport aux factieux et en opposition par rapport à, et pour certifier, pour consolider le pouvoir central, peut se laisser faire continuellement. Moi, je cite toujours le même exemple et je vais prendre qui marche très bien. François Hollande, qui est le président le plus mou de l'histoire de la Ve République, le week-end du 13 novembre 2015, le soir des attentats, a ordonné l'état d'urgence et a saisi entre 5 000 et 8 000 armes à feu ce week-end-là. Emmanuel Macron, qui s'est construit en opposition à François Hollande, qui est considéré comme mou et qui a plaidé pour le président Jupiter, n'est pas en état de faire un état d'urgence pour reprendre le contrôle des territoires français, expulser les dealers, les arrêter, saisir les armes des trafiquants de drogue et arrêter le trafic de drogue, alors qu'on a eu le prétexte des émeutes pour pouvoir intervenir. Je pense que d'une part, il faut reprendre le contrôle des territoires. Vous allez me poser la question comment ? On active l'état d'urgence, on donne des moyens exorbitants de pouvoir à la police, à l'administration, pour qu'ils saisissent toutes les armes à feu, tous les points de deal et qu'ils arrêtent tout le monde. Parce que de toute façon, si vous suivez la procédure normale et régulière, on n'y arrivera pas. Quand vous regardez ce qu'ont fait les États-Unis contre Escobar et la Colombie, quand vous regardez ce qu'ont fait les autres pays contre la lutte contre le trafic de drogue, ça a toujours reposé sur un plan qui était d'ensemble. Pouvoir exorbitant pour la police, moyens accélérés pour la justice et action diplomatique internationale pour dire aux pays qui continuent à nous envoyer de la drogue, de leur dire si vous continuez à nous envoyer de la drogue, on vous impose des sanctions économiques, on vous impose des sanctions diplomatiques et vous allez disparaître de la carte du monde très rapidement et très facilement. Ferme de ce parti politique nationaliste. Ce qu'on voit, c'est il y a une spécificité corse d'une part, il y a un contexte national déjà. C'est-à-dire que vous avez un avant et un après émeute. Je pense que ça a marqué durablement les Français. Quand on voit toutes les enquêtes d'opinion sur les demandes de fermeté, la lutte contre le trafic de drogue, le fait de reprendre le contrôle des territoires perdus de la République, vous avez 70% des Français qui sont pour. Qu'importe la mesure, vous avez 70% des Français qui veulent des mesures en faveur de l'ordre, la sécurité, et que ce soit la loi française de la République française qui s'applique partout sur l'ensemble du territoire, dans les dom-toms, en Corse ou ce qu'on appelle en métropole. Ensuite, après, vous avez une spécificité en Corse qui, ça a été rappelé, s'est construite en opposition. De toute façon, vous avez toujours un clivage entre le Sud et Paris notamment, et qui ne veulent pas avoir ce modèle-là. Mais vous pouvez faire cette remarque en Corse, vous pouvez faire cette remarque dans les territoires ruraux, et ce qu'on appelle, ce que Christophe Guilluy appelait les territoires de France périphérique, auxquels vous avez des gens qui ont fui notamment les banlieues, pour notamment éviter les problèmes, c'est-à-dire que les problèmes de sécurité, les problèmes de trafic de drogue, le fait que ce soit les grands frères qui gèrent les quartiers, etc. Ils veulent non pas être gérés par la loi des caïds, ils veulent respecter la loi de la République française. Et encore, c'est d'autant plus spécifique parce que vous ajoutez une identité qui est culturelle, notamment qui est de plus en plus forte, enfin qui a toujours été forte, mais qui s'est affirmée notamment avec la victoire des partis dits régionalistes et indépendantistes, qui en fait, eux, demandent davantage à ce que ce soit la préservation de l'identité corse. Et si par cas vous leur importez ce qu'eux appellent les problèmes de la métropole et du continent, dans ce cas-là, vous pouvez avoir une véritable révolte qui peut aboutir à une sécession, d'autant qu'on a un véritable problème avec le sujet corse. Je pense que les autorités, notamment Gérald Darmanin, doivent reprendre les choses en main et pour pouvoir appliquer ce que moi je demande depuis longtemps, une loi d'état d'urgence et des moyens exceptionnels, comme ont fait les États-Unis avec la DEA, pour attaquer le problème des trafiquants de drogue. Ça suffit au bout d'un moment. Je vais citer deux exemples. Rapidement. La Chine a coulé, c'est un empire de 5 000 ans, a coulé à cause de la guerre de l'opium. Donc un empire qui était millénaire a coulé à cause de ça. L'autre point, c'est que vous parlez des problèmes d'éducation. La drogue, la coïncidence entre la montée de la consommation de drogue coïncide avec le baisse du niveau de l'éducation et le baisse du QI. Si on veut devenir une nation de débilos, qu'on continue comme ça ira très bien. Et je trouve que c'est une réaction à nouveau très ferme de ce parti politique nationaliste. Ce qu'on voit, c'est il y a une spécificité corse d'une part, il y a un contexte national déjà. C'est-à-dire que vous avez un avant et un après émeute. Je
Je pense que ça a marqué durablement les Français. Quand on voit toutes les enquêtes d'opinion sur les demandes de fermeté, la lutte contre le trafic de drogue, le fait de reprendre le contrôle des territoires perdus de la République, vous avez 70% des Français qui sont pour. Qu'importe la mesure, vous avez 70% des Français qui veulent des mesures en faveur de l'ordre, la sécurité, et que ce soit la loi française de la République française qui s'applique partout sur l'ensemble du territoire, dans les dom-toms, en Corse ou ce qu'on appelle en métropole. Ensuite, après, vous avez une spécificité en Corse qui, ça a été rappelé, s'est construite en opposition. De toute façon, vous avez toujours un clivage entre le Sud et Paris notamment, et qui ne veulent pas avoir ce modèle-là. Mais vous pouvez faire cette remarque en Corse, vous pouvez faire cette remarque dans les territoires ruraux, et ce qu'on appelle, ce que Christophe Guilluy appelait les territoires de France périphérique, auxquels vous avez des gens qui ont fui notamment les banlieues, pour notamment éviter les problèmes, c'est-à-dire que les problèmes de sécurité, les problèmes de trafic de drogue, le fait que ce soit les grands frères qui gèrent les quartiers, etc. Ils veulent non pas être gérés par la loi des caïds, ils veulent respecter la loi de la République française. Et encore, c'est d'autant plus spécifique parce que vous ajoutez une identité qui est culturelle, notamment qui est de plus en plus forte, enfin qui a toujours été forte, mais qui s'est affirmée notamment avec la victoire des partis dits régionalistes et indépendantistes, qui en fait, eux, demandent davantage à ce que ce soit la préservation de l'identité corse. Et si par cas vous leur importez ce qu'eux appellent les problèmes de la métropole et du continent, dans ce cas-là, vous pouvez avoir une véritable révolte qui peut aboutir à une sécession, d'autant qu'on a un véritable problème avec le sujet corse. Je pense que les autorités, notamment Gérald Darmanin, doivent reprendre les choses en main et pour pouvoir appliquer ce que moi je demande depuis longtemps, une loi d'état d'urgence et des moyens exceptionnels, comme ont fait les États-Unis avec la DEA, pour attaquer le problème des trafiquants de drogue. Ça suffit au bout d'un moment. Je vais citer 2 exemples. Rapidement. La Chine a coulé, c'est un empire de 5000 ans, a coulé à cause de la guerre de l'opium. Donc un empire qui était millénaire a coulé à cause de ça. L'autre point, c'est que vous parlez des problèmes d'éducation. La drogue, la coïncidence entre la montée de la consommation de drogue coïncide avec le baisse du niveau de l'éducation et le baisse du QI. Si on veut devenir une nation de débilos, qu'on continue comme ça ira très bien. Leur malaise, et évidemment, ça complique... Tout ça est très compliqué à gérer pour les policiers sur place. C'est difficile pour les policiers, surtout qu'il n'y a pas un seul plan d'action qui a fonctionné. C'est-à-dire que si vous faites l'historique des plans de Marseille depuis 30-40 ans, plan de la ville mené par différents gouvernements de gauche et de droite qui ont dit voilà, le problème de la criminalité, le problème du trafic de drogue est uniquement d'un point de vue social. Donc on a injecté de l'argent à Marseille, dans les quartiers nord, dans les quartiers à Marseille. Vous avez des milliards d'euros qui ont été déversés comme sur un ensemble de métropoles et de banlieues urbaines. Ensuite, après, on a dit, ça ne marche pas parce que Marseille est un cas spécifique. Donc, on a fait un plan à Marseille. Je crois que Macron est venu 2 fois déjà à Marseille, avait accompagné de Gérald Darmanin. Donc, les plans sociaux, les plans de reprise de contrôle du territoire n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on a besoin pour reprendre le contrôle de Marseille ? Soit vous mettez des moyens exorbitants, soit vous changez complètement de politique. Est-ce que la politique qui a été menée à Marseille permet, de créer des richesses, de sortir les gens de la pauvreté et de faire en sorte que les fameux quartiers nord soient totalement apaisés et repassent sous le giron de la République française. Actuellement, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut complètement changer de politique. Premier point, moi j'appelle ça l'état d'urgence national ou l'état d'urgence localisé, ça veut dire donner des moyens d'exception aux gens locaux pour reprendre le contrôle. Parce que lorsque vous faites face à des circonstances particulières, les policiers font face à des procédures aussi particulières pour pouvoir intervenir en termes de juridiction et d'accusation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut localiser en fait les moyens, c'est-à-dire déplacer les moyens pour faire en sorte de les déplacer au bon endroit au bon moment, parce que si vous prenez que la police de Marseille, ils sont déjà dépassés de toute façon par les événements, et si en plus la criminalité se déplace dans le centre-ville, on va très rapidement être dépassé par la situation. L'autre point aussi, c'est le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire est-ce que la justice va se décider à pouvoir condamner et arrêter les bonnes personnes au bon moment. Et pour ça, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qu'ont fait les États-Unis avec la DEA, qui est une bonne piste pour donner des moyens plus importants à la justice, voire la création d'un parquet spécialisé contre la lutte contre le trafic de drogue. Neymar en Arabie Saoudite, William, ça vous fait un petit pincement au cœur de le voir quitter le PSG ? Oui, moi je trouve que Neymar, c'est le plus grand talent de l'histoire à avoir jamais joué au Paris Saint-Germain, en talent brut. Oui, Mbappé va devenir plus grand. Il va devenir peut-être le meilleur joueur de l'histoire, mais en talent brut, Neymar était fantastique. Il faut se rappeler que les premières fois, la présentation était exceptionnelle. C'est le plus grand transfert de tous les temps. Et il sonnait un peu, c'est un peu l'image de l'ère qatari, l'ère du bling-bling, l'ère du showbiz et l'ère du fait que le PSG pouvait piquer les meilleurs joueurs du monde. Et c'est peut-être le meilleur joueur à avoir jamais joué dans un championnat français à son prime. Je suis un peu triste de le voir partir comme ça. J'ai l'impression qu'il a un peu loupé son destin. Il devait aller tutoyer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. J'ai l'impression qu'il a un peu manqué sa carrière, même s'il a une très grande carrière. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas allé au-delà de ce qu'il devait faire, c'est-à-dire atteindre le niveau du roi Pelé. Et je pense qu'il y a beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Parisiens et beaucoup de supporters et des amoureux du foot globalement qui sont déçus que Neymar quitte comme ça la scène européenne. L'année, on voit donc cette opération qui a eu lieu. On sait qu'il y a eu des difficultés pour cette opération à Manille. Oui, parce qu'il y a toujours des personnes qui font les vierges effarouchées, qui veulent pas qu'on résolve les véritables problèmes.
Je pense que ce point, c'est exactement les points qu'on avait sur le trafic de drogue, les territoires perdus de la République. C'est une opération qui va exactement dans le bon sens et qui permet en fait de pouvoir reprendre le contrôle du territoire et de répondre efficacement aux problèmes rencontrés par Mayotte. Et je pense que c'est une phase test de ce qu'on pourrait faire sur la métropole plus tard. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Mayotte est à l'avant-garde des problèmes que rencontre la France. Mayotte fait face à une explosion de la délinquance qui est supérieure à 3 fois à ce qu'on rencontre en métropole. Il faut dire qu'à Mayotte, 20% des Mahorais, ont subi une tentative de cambriolage ou un vol avec effraction chez eux. 20%, c'est-à-dire un cinquième de la population, un Mahorais sur 5 a subi une tentative de vol. Vous avez des jeunes qui se baladent, Comorais, avec des machettes. Des jeunes de 14 ans se font assassiner par des coups de machette, etc. Donc on fait face au même phénomène qu'on rencontre en France, en beaucoup plus accéléré, d'ultra-violence et surtout de barbarisation. Et face à ce phénomène-là, vous avez deux choix. Soit vous vous dites, on fait rien, on prend pas de risque, soit vous tentez de reprendre le contrôle de la situation. Premier point, l'opération de Gérald Darmanin est une excellente bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça permet non seulement de faire en sorte de désengorger le territoire et de faire en sorte que les Comorais rentrent chez eux. Comoriens rentrent chez eux. Le deuxième point, c'est d'endiguer les flux migratoires, c'est-à-dire d'empêcher les Comoriens de venir sur l'île. Et pour ça, il faut faire en sorte que l'immigration ne soit pas facilitée. Donc, suppression des aides sociales, comme c'est déjà le cas, et surtout faire pression sur le gouvernement des Comores. Premier point, c'est leur dire, si par cas vous continuez comme ça, on vous coupe toutes les aides de développement. Deuxième point, on vous impose toutes les sanctions économiques et diplomatiques et votre île sera réduite à néant. Et là, évidemment, ils vont reprendre les immigrants illégaux. C'est comme ça que vous fonctionnez, c'est comme ça qu'a fait l'administration d'un président démocrate comme Obama et ce qu'a fait l'administration Biden également. Donc, c'est le seul moyen pour faire pression sur un État. Et ensuite, ça permettra petit à petit de désengorger les problèmes. Et comme l'a rappelé Amaury Brelet, l'ensemble de la population soutient. S'il y avait un référendum, je crois que 90 à 95% des habitants de l'île soutiendraient. Et toute la classe politique, que ce soit de gauche, du centre, des indépendantistes, des locaux ou de droite, soutiennent ce type d'action. Et ça montre en fait qu'il y a un véritable changement, que ce soit à Mayotte ou que ce soit dans les territoires perdus de la République. C'est-à-dire qu'avant, les habitants eux-mêmes avaient peur du changement. Maintenant, ils l'attendent avec impatience. Moi, je n'ai pas l'habitude de défendre la politique du gouvernement, mais ceux qui veulent être logés, et ceux qui le demandent peuvent être logés. Ça, c'est le premier élément. Dans des hébergements. Des hébergements, mais oui, mais c'est temporaire. Non, mais c'est temporaire. C'est temporaire, le temps de reconstruire quelque chose. Parce qu'ils ne vont pas vivre éternellement dans des favelas. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de toute façon, tout l'argent qui est à destination de Mayotte est pompé par les aides sociales à destination notamment des migrants illégaux. Et c'est ça le véritable problème. C'est-à-dire que tout l'argent qui est investi sur Mayotte ne permet pas de construire des logements, d'améliorer les services publics, d'avoir de l'argent à destination des Mahorais et donc des Français, mais partout dans l'immigration illégale. Pour avoir plus d'argent pour Mayotte, il faut stopper, l'immigration illégale, et ensuite, après, utiliser tout l'argent. Comment vous faites pour stopper l'immigration ? On va y revenir. Vous posez la question. Ce que font les pays pour stopper l'immigration illégale, c'est qu'ils font un partenariat gagnant-gagnant. Vous dites au gouvernement des Comores, on continue à vous donner de l'argent, mais vous bloquez le flux migratoire, comme on a fait avec la Turquie, comme les États-Unis le font avec certains pays d'Amérique centrale. On vous donne de l'argent pour vous développer, mais vous stoppez l'immigration illégale. Si par cas, il y a un type qui passe, on coupe tous les fonds. Et là, vous inquiétez pas, le gouvernement des Comores aura plein d'argent et plein de moyens pour stopper l'immigration. Vous inquiétez pas, ils vont être lucides et ils vont trouver plein de solutions à partir de la semaine prochaine. Ils n'en ont pas les moyens alors. Des logements insalubres et illégaux. Oui, moi je pense que c'est une très bonne idée et ça part de bon sens. Je vais prendre un exemple. Souvent, on va s'inspirer des meilleurs pour adopter les meilleures politiques. Joe Biden a pris récemment un décret pour dire que si vous venez illégalement sur le territoire américain, vous n'avez aucun droit social et vous n'avez aucune chance d'être naturalisé. Voilà. Donc je pense que c'est ce type d'action qu'on doit mener sur le territoire français, à la fois sur la métropole et également à Mayotte. Si vous dites aux personnes qui viennent, on ne veut pas de vous, vous ne serez pas les bienvenus chez nous si vous venez de manière inégale. Vous n'aurez aucun droit, vous n'aurez pas de logement, vous n'aurez pas de travail. Forcément, c'est beaucoup moins incitatif. Les personnes viennent parce qu'ils se disent, une fois qu'on vient, on ne peut plus nous déloger, on vient au reste, que ce soit en métropole ou à Mayotte. Donc ça, c'est le premier point, c'est enlever le caractère incitatif à travers des règlements et couper les aides sociales. Et ensuite, après, faire pression sur le Comores. Moi, je reste dessus et je partage l'avis du sénateur. Il faut que le président des Comores respecte son avis, sinon on va lui pourrir la vie, très simplement. Et il va comprendre ce que c'est d'avoir une pression, de ne plus avoir d'aide internationale, de ne plus avoir d'aide de la France, de ne plus avoir d'aide de l'Union européenne. Et là, bizarrement, vous allez voir, il sera très incitatif, il aura beaucoup d'idées pour stopper l'immigration illégale. Un mot en quelque sorte très régulière de ces refus d'obtempérer. Cette fois, ça finit de manière tragique avec 2 personnes qui sont décédées. Les refus d'obtempérer sont en constante augmentation. On est à peu près sur 30 000 refus d'obtempérer par an.
Se posera la question ensuite après sur pourquoi est-ce qu'on a une augmentation de refus d'obtempérer et surtout comment on fait pour endiguer ce phénomène. Là, je pense qu'on est dans une circonstance particulière, notamment avec le décès de Naël, qui conduit notamment les policiers à ne plus intervenir parce qu'ils ont le choix maintenant entre la prison ou le cimetière avec les refus d'obtempérer. C'est-à-dire que lorsque vous êtes policier, vous faites face à un refus d'obtempérer et que la personne refuse du coup de se soustraire à un contrôle, qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes policier? Si vous tirez, vous allez directement en prison en raison du fait que dès qu'un policier commet un accident, il est automatiquement considéré comme condamné par le tribunal médiatique et le tribunal judiciaire. Ensuite, après, si par cas il se laisse faire, éventuellement il risque sa vie ou la vie des riverains. Donc se pose la question de comment vous faites pour endiguer le phénomène. Je pense que pour endiguer le phénomène, il faut faire en sorte que le refuser d'obtempérer soit beaucoup moins rentable. Les personnes sont assez rationnelles, vous savez. C'est-à-dire qu'ils, quand ils font un refus d'obtempérer, c'est-à-dire qu'ils se disent que c'est plus rentable de refuser de se faire contrôler par la police que de se faire contrôler. Pourquoi? Parce que souvent, quand ils refusent d'obtempérer, soit ils sont sur la conduite de stupéfiants, ils ont peur de perdre leur permis, ou ils sont sur la conduite d'alcool, etc. Donc ça veut dire qui se disent vaut mieux refuser d'obtempérer. De toute façon, on n'aura pas de contraintes, on n'aura pas de conséquences de nos actes, et donc du coup, il vaut mieux refuser d'obtempérer. Sur l'usage des armes qui a fait débat au sein de l'échiquier politique. Oui, parce qu'en fait, cette loi elle est plutôt dans le bon sens d'un point de vue théorique, mais crée des incertitudes juridiques. Notamment lorsque vous prenez les statistiques d'utilisation d'armes à feu après un refus d'obtempérer, elles sont en baisse constante depuis 2017. Je crois qu'on était aux alentours de 200 par an. Et là maintenant, on est à peine à 100 tirs par an actuellement en 2022-2023. Et je pense qu'avec le décès de Naël, ça va être conduit à la baisse. Notamment parce que si vous êtes policier, vous avez un malaise dans la police. Vous avez des policiers qui se mettent en arrêt maladie et vous avez 10 000 démissions par an. Vous vous levez le matin, vous avez un salaire qui est quand même très modéré. Vous avez un problème de crise de vocation dans la mesure où quand vous levez le matin, vous arrêtez des criminels et trop souvent, malheureusement, les peines ne sont pas exécutées et les criminels ne sont pas condamnés. Or, si vous levez en plus, que vous levez le matin, vous assistez à un refus d'obtempérer, que soit vous risquez de vous faire écraser, soit vous risquez de tuer parce que vous utilisez votre arme à feu et que vous finissez en prison, que votre famille perd son logement et que les enfants se font insulter à l'école, je ne suis pas sûr que ce soit rentable pour eux, tout simplement. Donc soit vous conduisez à des démissions, soit vous conduisez à des policiers qui disent vaut mieux refuser de tirer, quitte à ce qu'il y ait des dégâts après, plutôt que de tirer tout simplement. Les acteurs sont des acteurs rationnels. Le point, premièrement, c'est éclaircissement de la loi. Dans quelles conditions vous pouvez utiliser la loi ou pas? C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez dans un cas de refus d'obtempérer, il faut quand même se mettre à la place d'un policier. Il a environ moins d'une seconde pour réfléchir s'il doit tirer ou pas. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il va être soutenu par sa hiérarchie, le ministère de l'Intérieur, le président de la République et la première ministre? Est-ce que si par cas il y a un accident, ils vont dire c'est une faute inexcusable ou c'est une faute injustifiable notamment? Donc l'indépendance de la justice, c'est quand même à deux poids, deux mesures. Et l'autre point, c'est les questions de protection de la police d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes policier, est-ce que vous aurez une assistance juridique pour vous défendre en cas d'enquête? Quelles seront les circonstances de l'enquête? Est-ce que vous pouvez être réintégré dans vos fonctions? Et est-ce que le temps de l'enquête, vous pouvez être salarié? Est-ce que votre famille pourra continuer à bénéficier d'un logement social éventuellement? Et les enfants pourront être protégés et scolarisés dans leur lieu d'établissement. C'est un ensemble de points sur lesquels il faut travailler pour faire en sorte que ceux qui nous protègent soient protégés juridiquement en termes de stabilité et de certitude. Contre des professeurs, contre des médecins, il y a une forme de rejet de l'autorité aussi. Il y a une symbolique du médecin aujourd'hui. Il y a deux choses. La première, c'est... Je voulais juste réagir sur la question de pourquoi est-ce que la personne a été remise en liberté. Je voulais quand même, parce que les sujets ont quand même un lien, je trouve ça étonnant que la justice place un policier en détention provisoire à Marseille et ne place pas ce monsieur en détention provisoire. Parce que quand même, ce qui doit interpeller les juges, c'est pas les places en prison ou leur envie de réinsertion. Ce qui doit placer l'envie en détention provisoire ou en prison, c'est la dangerosité d'une personne. Or, je pense que ce monsieur est quand même plus dangereux qu'un policier. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais faire quand même, en soutien aux policiers quand même qui sont traités injustement. Sur la question que vous posez, c'est à la fois l'autorité, mais c'est également tous les métiers en première ligne. Tout simplement parce que le phénomène que l'on rencontre avant même la crise sanitaire, c'est un phénomène d'ultra-violence et de barbarisation. Et ça a été accentué par la crise sanitaire, par les mesures de confinement qui ont augmenté et radicalisé le nombre de déséquilibrés dans notre pays, malheureusement. Et donc, du coup, vous avez des personnes qui n'ont plus la même aptitude et le discernement de bien et de mal que nous. Quand vous prenez le cas spécifique de ce monsieur, déjà, ne mal parler à une personne de 79 ans, c'est manquer de respect. Dans une civilisation normale, on ne fait pas ça. Voilà, tout simplement. Alors que je ne parle même pas de l'agression. Donc, dans quel pays on marche? Dans quel pays un médecin de 79 ans se fait agresser? Dans quel pays Philippe de 72 ans se fait tuer et se fait massacrer parce qu'il a demandé à trois jeunes de faire moins de bruit? Dans quel pays on vit? Et c'est le phénomène sur lequel on doit se concentrer, phénomène d'ultra-violence et de barbarisation. Il faut inverser le cours des choses et pour cela,
Je pense que c'est des mesures régaliennes, également des mesures de justice. Il faut que les personnes qui fassent ça ont des conséquences directes de leurs actes. Alors qu'on vit en culture d'irresponsabilité. Lorsque vous commettez un acte, un refus d'obtempérer, vous n'avez pas de conséquences. Lorsque vous faites une bêtise, vous n'avez pas de conséquences à vos actes. Et tant qu'on continuera comme ça, les personnes continueront en se disant tant que j'ai pas de conséquences, je peux continuer, j'agis en toute impunité avec un certain laxisme de la part des juges qui devraient, je pense, sévir davantage parce que c'est le souhait du peuple français et les juges rendent la justice non pas en raison de l'idéologie de Mediapart, mais en raison de l'autorité judiciaire et donc le peuple souverain, le peuple français. Jean-Paul Hamon, du nombre de sorties au restaurant, par exemple, qui est en diminution cette année. Et on voit que l'inflation rattrape les Français, évidemment, même pendant les vacances. Ouais. On avait un mouvement qui est depuis une trentaine, quarantaine d'années, qui était un mouvement de paupérisation globale de la France. Je vais illustrer par 2 chiffres. Lorsque vous prenez le niveau de richesse par habitant de la France, en 1980, donc avant l'arrivée désastreuse au pouvoir de François Mitterrand, avec les socialo-communistes, les Français gagnaient 30 000... Quelques crises pétrolières aussi. Mais bon. Les Français gagnaient le même niveau de revenus par habitant que l'Allemagne et les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ont gagné 2 fois plus, donc aux alentours de 60 000 $. Les Allemands sont à 40 000 $, nous on est à 36 000. Donc ça veut dire que nous on n'a quasiment pas progressé et eux ont doublé. C'est-à-dire que l'écart type a explosé. C'est-à-dire que les Français sont relativement moins riches qu'avant, globalement. Il y a un autre mouvement qui est important, c'est la paupérisation des classes moyennes et des classes populaires, qu'on appelle avec l'effet de la mondialisation. C'est-à-dire que quand on a transféré l'appareil productif des pays riches occidentaux vers les pays émergents, en fait, les pauvres des pays riches ont enrichi les riches des pays pauvres. Voilà, ça c'est l'autre phénomène qui traduit avec la courbe d'éléphant de Milosevic, auquel vous voyez en fait un tassement du niveau des revenus de la classe moyenne et de la classe populaire occidentale, et qui a conduit à des révoltes connues en France sous le nom de Gilets jaunes, des révoltes dites populistes, avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis ou de Boris Johnson au Royaume-Uni. Voilà, ça c'est le cadre global. Et ce phénomène, donc, qui avait traduit en France par 50% des foyers français ne partaient pas en vacances avant la crise sanitaire et donc avant le phénomène d'inflation. L'autre point qu'on a vu récemment, c'est le phénomène d'inflation qui s'est traduit par différents points. Un, c'est que la crise sanitaire a compressé les marges d'une partie des revenus disponibles des Français. Donc ça a conduit, c'est-à-dire de plus en plus de Français ne partent pas en vacances et en plus ceux qui pouvaient partir en vacances ont diminué leur niveau de revenu. C'est-à-dire que déjà qu'on était pauvre, eh ben on devient encore plus pauvre avec un pouvoir de ménage qui est de plus en plus contraint. Sur les solutions, moi je suis plutôt d'accord. Une partie d'entre elles sur une solution. Moi, je pense que les questions de colonies de vacances étaient très utiles parce que si par cas, on ne peut pas aider toute la population, notamment les parents, aider les enfants, leur permettre de construire un bon cadre de vie, notamment d'un point de vue sociabilisation, notamment pour ceux qui viennent des quartiers difficiles, pour les sortir des quartiers et qu'ils puissent sociabiliser avec d'autres personnes et rencontrer d'autres modèles alternatifs. On a vu le gouvernement promouvoir justement les colonies de vacances. Et je pense que ça, c'est une très bonne idée. L'autre point, c'est comment faire en sorte que les personnes puissent non seulement vivre de leur travail et puissent en fait gagner dignement de l'argent. Et ben, si par cas vous prenez le niveau de dépenses françaises et le niveau de fiscalité française, quand on atteint un pays qui est fiscalisé à 50%, vous avez 10% de pauvres, donc quasiment 7 à 10 millions de pauvres en France. Donc on voit bien que la France n'est pas un pays ultralibéral, c'est un pays qui souffre d'excès de socialisme. C'est-à-dire qu'il faut changer de logique, il faut que le travail gagne plus avec une baisse de la fiscalité pour que le travail pèse davantage que l'assistanat. Et si par cas vous retrouvez ce type de logique, comme l'ont fait le Royaume-Uni, comme l'ont fait l'Allemagne, comme l'ont fait les États-Unis, et ben vous retrouvez un niveau dignement de richesse avec des personnes qui travaillent et qui gagnent un revenu. Et ceux qui ne souhaitent pas travailler ne gagnent pas de revenus, mais c'est au moins le choix personnel et c'est pas une sociabilisation des pertes, c'est plutôt un enrichissement général de la population.